Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est souvent source de tension et de drame même en Afrique, l'héritage, la succession. Qu'il s'agisse de l'ignorance des uns ou des autres ou de la contradiction qu'il existe entre les lois en vigueur dans nos pays et la tradition qui souvent est complexe, les raisons qui expliquent ces états de choses sont nombreux. Et c'est véritablement grave. Donc il faut qu'on puisse en parler pour trouver des solutions, comprendre pourquoi les choses se passent de cette façon. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, je vais vous demander de bien vouloir vous abonner et d'activer la cloche de notification. Bienvenue si vous êtes là pour la première fois. Ici, on parle de business, de leadership, de mindset, d'éducation financière, mais aussi de faits de société, en tout cas de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel, de l'exploiter au maximum. C'est ça, être rock, rêver, oser créer. Et c'est un sujet suffisamment important pour que nous l'occultions. On a tous autour de nous vu déjà, de près ou de loin, des familles qui se déchirent, dans lesquelles les affrontements, les tensions sont tellement vives que parfois ça va jusqu'à la mort. Oui, il y a des cas comme ça, où les gens ne savent pas s'arrêter, ils ne connaissent pas la limite entre les disputes, les différends, et justement ce qu'ils appellent eux-mêmes la sanction capitale, comme s'ils avaient le droit de s'arroger le titre de juge ultime. Donc, c'est important d'en parler. On va voir aujourd'hui quels sont les défis, d'accord, auxquels les familles sont confrontées. Ces défis qui expliquent un peu ce que nous vivons, ce qu'on retrouve de façon très, très, très fréquente. Il faut dire dès le début que les problèmes d'héritage ne sont pas qu'en Afrique. Non, c'est partout, mais il y en a beaucoup plus, je pense, sur notre continent, même quand, en fait, les biens dont il s'agit sont dans une certaine proportion des biens, je dirais, modestes. Ce n'est pas uniquement lorsqu'il y a de grosses fortunes qui s'en vont que les héritiers commencent à s'écharper, comme on peut voir en France avec la famille Hallyday, ou aux États-Unis avec plein d'autres familles, ou au Japon, etc. Non, parfois c'est pour, franchement, je ne veux pas juger, mais on se demande parfois si les biens pour lesquels les gens arrivent à des extrêmes en valent la peine. Donc il faut comprendre le pourquoi et surtout proposer des solutions. Il y a quelque temps, j'ai parlé avec un ami parce qu'il était désemparé. C'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo d'ailleurs. Il était désemparé. Ça fait quasiment 20 ans que ses frères et lui, frères, sœurs de différentes filiations, n'arrivent pas à s'entendre sur un bien de grande valeur qui est à vendre et qui fait partie de l'héritage. Donc, au-delà de différentes autres questions qui les opposent, la vente de ce bien-là a créé tellement de tensions dans la famille qu'en 20 ans, il y a eu 4 personnes décédées. 4. Dont 2 auraient été éliminées par d'autres dans la famille. Évidemment, là, il n'y a pas de preuves formelles parce qu'on évoque le mysticisme et des pratiques qui auraient permis de venir à bout de certaines vies. Mais il y a 2 autres cas pour lesquels on a des preuves formelles. Ce sont des gens qui sont rentrés en grande dépression et dont la santé a été complètement fragilisée avec des rapports de médecins, des rapports de psy, dans lesquels on peut voir clairement qu'il était recommandé à un moment donné à ces personnes-là de sortir de tout ce qui crée de la tension, de sortir notamment de cette bataille-là pour l'héritage, ce qu'elles n'ont pas pu faire. Et voilà, on va dire que les plus fragiles au niveau de la santé ont pris les coups. Donc cette histoire m'a fait penser à ce sujet qui est présent dans nos sociétés, mais qu'on n'évoque pas. Il est là, mais on n'en parle pas. Comment est-ce qu'on veut améliorer les choses? Alors, ça va se passer en 2 temps. Moi, j'aime bien avoir une approche toujours scientifique, ou en tout cas dans une certaine mesure logique. Et on va donc essayer dans un premier temps d'analyser les causes. Qu'est-ce qui explique en fait qu'il y a autant de problèmes d'héritage? Je pense que le premier point à soulever, c'est la contradiction qu'il y a entre les lois en vigueur dans nos pays, qui sont des pays modernes, ils se sont modernisés, ils se sont occidentalisés, et la coutume, la tradition. Avant que nos États ne soient colonisés et n'adoptent les principes, d'ailleurs, dans chaque culture, dans les ethnies, dans les clans même parfois, il y avait des règles en vigueur, des règles non écrites, mais que tout le monde connaît et tout le monde applique.
Donc vous avez par exemple dans certaines régions d'Afrique des lois, des règles qui stipulent qu'au décès d'un père, le fils aîné est celui qui hérite de tout, ou alors est celui qui décide de la façon dont les biens seront dispatchés et répartis. Il y a des traditions dans lesquelles ça se faisait ainsi. Est-ce que c'est équitable? Je ne trouve pas. Mais nous ne sommes pas en train de faire un débat sur l'équitabilité. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que lorsqu'on a aujourd'hui des lois qui sont les lois en vigueur, la réglementation dans nos pays, on ne peut pas attendre des gens qu'ils la respectent du jour au lendemain, parce qu'ils étaient habitués à d'autres choses. Dans d'autres coutumes, ce n'est pas le fils aîné qui hérite, d'accord? Mais parfois, c'est le frère du père. Le frère du père ou des gens de sa famille. C'est terrible à dire de notre point de vue, parce que nous sommes dans un monde contemporain, mais c'est ce qui se passe. Ce qui s'est passé longtemps. Et donc, aujourd'hui, les gens ne sont pas toujours prêts à appliquer ce que dit la loi stricto sensu. Donc, il y en a qui s'entêtent. Surtout lorsqu'ils sont un peu éloignés des centres urbains et qu'ils sont dans des zones un peu reculées où ils se disent que le temps qu'on fasse venir, qu'on porte plainte, qui est les procès et tout ce qui doit s'en suivre, eh bien, ils auront peut-être le temps de régler ça à leur manière. Donc, il y a déjà ce problème-là. Il faudrait qu'on trouve le moyen d'harmoniser les choses. C'est compliqué, on ne peut pas aller toucher à la tradition parce que la tradition, c'est la tradition. Mais il faut certainement sensibiliser dans toutes les villes et tous les villages les populations pour qu'elles comprennent que sur certains points, dont celui de l'héritage, leur tradition n'est plus prioritaire puisqu'ils vivent dans un pays qui a une loi et que cette loi-là, c'est elle qui gouverne tous les habitants. Tant qu'il n'y aura pas de la sensibilisation, ça sera compliqué. Il y a des gens dans nos pays qui ne savent toujours pas que lorsqu'il y a succession, ça doit se passer de telle ou telle manière. Et pas que dans les villages, même en ville. Donc, ils savent comment ça se passe dans leur famille, comment ça se passe dans leur ethnie, mais ils ne savent pas comment ça devrait se passer dans le pays. Et quand on le leur apprend, ils disent « Ah oui, non, moi je ne savais pas, bla. » Donc, le législateur a également un rôle de sensibilisation à mener. La seconde raison, selon moi, pour laquelle il y a autant de difficultés à la mort d'une personne en ce qui concerne le partage de ses biens, l'héritage, c'est la polygamie et les bureaux. L'Afrique est le continent sur lequel il y a le plus de polygames. Ailleurs, ça prend d'autres formes. Hein. Ce ne sont pas des saints, mais ils vous parlent de polyamour, où ils ont plusieurs maîtresses, etc. Mais la polygamie, de façon institutionnalisée, elle est très présente en Afrique, évidemment, dans certains pays arabes aussi. Mais quand je prends la population mondiale, si on doit parler de façon proportionnelle, les Africains sont les plus nombreux à être polygames. Moi, je n'ai rien contre la polygamie. Je pense d'ailleurs, ce sera le sujet d'autres vidéos, je pense que ça peut être intéressant. Dans certains cas, pour quelqu'un qui sait gérer les choses et qui a de l'intelligence, ça peut être un modèle qui fonctionne. Mais ce n'est pas la question. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'un homme polygame, c'est quelqu'un dont les biens vont être justement disputés par plusieurs clans, plusieurs femmes, avec leurs enfants. Si il n'a pas préparé les choses convenablement et qu'il n'avait pas la maîtrise de son foyer polygamique, alors il y a de fortes chances qu'on s'achemine vers des batailles fratricides et terribles. Entre les mamans, entre les enfants de chaque mère, ça peut être très compliqué. Au-delà des polygames, il y a ceux qui sont monogames, bien sous tout rapport, devant tout le monde, mais qui en fait sont parfois les pires. Parce qu'ils ont tellement de bureaux, comme on dit dehors, c'est-à-dire tellement de maîtresses, et ce sont des maîtresses avec lesquelles ils ont des relations soutenues, hein, donc des gens avec qui ils sont depuis 5 ans, 10 ans, et avec qui parfois ils ont des enfants. Donc finalement, il y a des gens qui vont apparaître à leur mort, venir faire des réclamations. C'est compliqué, il y a même des enfants qui sortent, comme on dit, de nulle part, parce que justement, personne n'était au courant. Et à ce moment-là, il faut donc faire des vérifications, faire des enquêtes pour savoir si ce n'est pas quelqu'un qui est en train d'usurper un petit peu la place qu'il prétend avoir pour venir partager le gâteau. Et c'est pas simple. Vous imaginez, vous découvrez à la mort de vos parents
que vous avez des frères que vous ne connaissiez pas, ou alors vos enfants découvrent le jour où vous partirez que c'est le cas. C'est quand même assez déroutant et ça ne peut qu'en rajouter aux tensions qui peuvent exister et donc à cette phase sensible-là qui est celle de la succession. Donc c'est pour moi aussi un véritable problème, la polygamie et les bureaux. De ce point de vue, attention, encore une fois, je ne dis pas que la polygamie est un problème. Je dis que lorsque ce n'est pas bien préparé, ça peut entraîner de nombreux déchirements et aggraver justement les choses et augmenter les risques que les choses se passent mal. On a en troisième point, selon moi, la misère et les inégalités sociales qui font que les gens attendent justement le moment où il va falloir parler d'héritage pour régler leurs comptes. Oui, nous avons cette misère-là qui est préante. Vous me direz que la misère est partout. Oui, seulement que les filets sociaux qu'il y a en Afrique sont ridicules. Quels sont les systèmes que nous avons ailleurs? Les gens, la sécurité sociale, il y a plein de mesures pour accompagner des personnes qui ont, par exemple, 3, 4, 5, 6, 7 enfants, pour accompagner des personnes qui ont des difficultés ou qui ont des tares particulières. Dans nos pays, les systèmes sociaux, c'est quasiment zéro. C'est proche du sous-sol. Donc, quand quelqu'un est pauvre en Afrique, il est vraiment pauvre. Si vous prenez un pauvre en Amérique, en Europe, peut-être qu'en Amérique, on va extraire l'Amérique latine, où là, il y a vraiment beaucoup de pauvreté comme en Afrique. Mais quand on prend l'Amérique du Nord, quand on prend l'Europe, quand on prend l'Asie, hormis les SDF, et là encore, attention, il y a des SDF qui ont des foyers, ils peuvent dormir. Il y a des systèmes pour leur permettre de s'alimenter. Les restos du cœur et plein d'autres choses. En Afrique, vous n'avez pas ça. En Afrique, quand tu es pauvre, tu es pauvre. Un pauvre en Occident peut avoir des petites aides, comme je viens de le dire. Il y a des pauvres qui ont la télé, qui ont un certain nombre d'éléments un peu confortatifs. En Afrique, celui qui est très pauvre, il est très pauvre. Donc les écarts entre les très pauvres et même la classe moyenne, avant de parler des très riches, sont énormes. Et dans une même fratrie, vous avez des personnes qui n'ont absolument rien réussi et d'autres qui ont complètement tutoyé les sommets. Ce n'est pas la faute à ceux qui ont réussi, non. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les frustrations s'accumulent chez les autres. Et si ce sont ceux qui ont réussi qui partent en premier, vous avez souvent des cas de vengeance. Je pense que s'il y avait un peu plus d'équilibre et un peu moins d'injustice sociale, il y aurait peut-être un peu moins de cas dramatiques lors des successions. C'est mon avis. Et pour finir, le quatrième point selon moi qui explique tout ça, c'est la corruption. Vous savez, on a un système judiciaire très corrompu dans nos pays, avec beaucoup de magouilles. Et les gens savent où ils se disent, ils pensent que même quand ils n'ont pas droit à quelque chose, à la lecture d'un testament éventuel, ils peuvent, en magouillant, en s'acoquinant avec des notaires véreux, par exemple aussi, ils peuvent obtenir des biens qui ne leur étaient pas destinés. Donc pour moi, ce sont les 4 causes principales. Contradiction entre tradition et loi, la polygamie et les 1000 bureaux, la misère et les inégalités sociales, et pour finir, la corruption. Alors, quand on se retrouve dans un environnement pareil, qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il y a quelques solutions qui s'offrent à nous et qu'on devrait regarder de près. Je dis nous parce que nous sommes, pour la plupart de ceux qui me regardent encore, pour le moment, ceux qui me regardent, nous sommes déjà parents ou nous allons le devenir. Mais c'est aussi bien de le savoir parce qu'on est également, nous sommes les enfants de personnes qui sont peut-être encore vivantes. Donc il faut connaître les solutions qui s'offrent à nous pour nous-mêmes ou alors pour donner des conseils à des personnes qui pourraient être plus âgées que nous, mais qu'on pourrait éclairer. La première chose à faire, selon moi, c'est de rédiger un testament. Et pour ça, il n'y a pas d'âge. J'entends souvent les gens dire « Non, mais à mon âge, je ne vais pas rédiger un testament. » Non, quand même. Ou alors, il y a une autre excuse. « Non, mais moi, je n'ai encore rien. Je vais rédiger un testament. Pourquoi ?» Ce sont des excuses bidons. Il n'y a pas d'âge pour rédiger son testament parce qu'il n'y a pas d'âge pour mourir. Évidemment, je souhaite à tous ceux qui suivent cette vidéo de vivre le plus longtemps possible en bonne santé.
Mais nous ne sommes pas maîtres de ce paramètre. C'est la raison pour laquelle il est important de prendre ces précautions. Et même si vous avez une chaussure, mentionnez-le dans votre testament. C'est peut-être pour vous quelque chose d'insignifiant. Vous ne savez pas quelle valeur cette chaussure revêt pour les gens autour de vous. Si pour vous-même elle n'a pas de valeur. Alors si pour vous elle a une valeur, c'est encore plus important, il faut dire à qui vous voulez la léguer. Si elle n'a pas de valeur selon vous, ok, mais n'oubliez pas que des gens pourraient se la disputer. Une chaussure, une ceinture. Il n'y a pas que les voitures, les terrains et les comptes en banque qui créent des problèmes. Il y a des éléments symboliques. Une bague qui a été transmise de mère en fille, de père en fils, etc. Il va bien falloir maintenant qu'un des enfants la récupère. C'est peut-être une bague simple, qui n'a pas grande valeur ni pouvoir particulier, mais que les enfants convoitent. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Donc, rédigez votre testament pour clarifier la façon dont vous auriez souhaité que vos biens soient répartis. C'est extrêmement important. C'est vous qui savez lequel de vos enfants ou de vos proches pourrait le mieux prendre soin de tel objet, pourrait le mieux capitaliser sur telle entreprise que vous avez créée, pourrait le mieux entretenir votre bibliothèque si précieuse avec vos livres qui vous tiennent à cœur. Donc c'est à vous de mettre les choses au clair très tôt. Et la seconde option est une suite de la première. Lorsque vous allez rédiger votre testament chez un notaire, parce que je rajoute, ça se fait avec un notaire en Afrique. Vous allez chez un notaire. Faites en sorte de choisir un notaire qui a une réputation correcte, même si ce n'est pas un saint. Parce qu'il y a des notaires véreux. Moi, j'en connais plein qui ont détourné les biens, ou certains biens, de leurs clients à la mort des clients. Parce que justement, les clients n'avaient pas informé leur famille. C'est ça qui importe. C'est pour ça que j'en viens au point 2. La deuxième solution est une continuité de la première. Elle consiste à communiquer. La communication, je le dis tout le temps sur cette chaîne, c'est la clé dans quasiment tous les domaines de la vie. Communiquez avec vous-même en méditant. Communiquez avec les autres en exprimant ce que vous ressentez. Donc vous devez vous asseoir, faire asseoir vos ayants droit et leur expliquer ce que vous avez décidé de faire. Pourquoi vous avez décidé de le faire ainsi, si vous avez envie, c'est-à-dire vous expliquer si vous voulez. Vous n'êtes pas tenu à l'explication, ça dépend des rapports que vous avez avec ces personnes. Vous pouvez juste les en informer, mais au moins, quand vous les informez et que tout le monde est réuni, on sait ce que vous avez dit, c'est connu, c'est su. Ça permet d'éviter qu'un notaire fasse n'importe quoi avec vos biens derrière. Ça permet à vos ayants droit de savoir ce que vous possédez. Ça leur permet de savoir également, pour finir, comment vous souhaiteriez distribuer ces différents biens. Il y aura des mécontents peut-être, et alors? C'est mieux qu'il y ait des mécontents là, plutôt qu'après, parce qu'après vous ne serez pas là pour temporiser quoi que ce soit, et vous ne pourrez maîtriser personne. Et tout ce que vous avez mis sur pied peut être détruit. Les cas comme ça sont légion, je suis sûr que vous en connaissez. Des personnes qui ont sué pour bâtir des choses et qui voient tout partir en fumée à cause des guerres de succession. Donc parfois il y a des procès qui vont s'éterniser 5-10 ans, donc il y a des biens qui sont bloqués, des royalties qu'on ne peut pas toucher tant que le tribunal n'a pas tranché, des gens qui ne se parlent plus. C'est dommage, c'est triste. Je vous assure que rédiger son testament et échanger avec les siens, c'est la meilleure option. Et j'ai vu faire. J'ai un oncle qui l'a tellement bien fait. Je suis admiratif de ce que ce monsieur a mis en place. Lorsqu'il est arrivé à la retraite, il avait 60 et quelques ans, 62, 63 ans, ça fait longtemps déjà, il a décidé d'informer ses enfants. Alors, c'est quelqu'un de très organisé, qui avait déjà son testament depuis l'âge de 30 ans, à peu près, et il le mettait à jour, m'a-t-il dit. Chaque année, il mettait le testament à jour. Évidemment, si entre une version et la suivante, il n'est plus là, ce qu'il a acquis dans cet intervalle, ben, ça va être compliqué. Mais au moins, il limite la casse. Vous n'allez pas non plus aller chez le notaire toutes les semaines, ou à chaque fois vous achetez quelque chose, un stylo.
Bref, tous les ans, il mettait à jour son testament, ce qui est exceptionnel, peu de gens le font. Et il l'a fait de façon très rigoureuse. Dès qu'il est arrivé à la retraite, il avait la chance d'être encore en vie, en bonne santé, il a appelé ses enfants, il leur a dit, vous savez, je suis là, je suis en bonne santé, mais je ne sais pas ce qui peut arriver demain. Même si j'espère rester encore longtemps. Par contre, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai. Il a sorti un document. Il a listé en fait tout ce qu'il possède. Il ne leur a pas donné ce document, mais il a partagé avec eux l'information. Il leur a dit, j'ai des terrains dans tel village, j'ai des terrains dans telle ville, j'ai 2 terrains ici, j'ai un terrain là. Prenez note. Je ne vous laisse pas le document, mais prenez note vous-même. Voilà ce que j'ai. J'ai tel nombre de comptes bancaires dans mon pays, dans tel autre pays africain, en Europe. À droite, à gauche, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent, qui a occupé de hautes fonctions, donc il avait beaucoup de biens. Il a expliqué à ses enfants tout ce qu'il a. Et il leur a dit ensuite, maintenant je vais vous surprendre, parce que certains d'entre vous sont encore jeunes, mais voilà ce que chacun aura quand je ne serai plus là. Tant que je suis vivant, ça ne vous appartient pas. Mais le jour où je ne suis plus là, ça vous appartient. Alors toi, Jean-Paul, par exemple, tu hériteras de tel. Toi, Claudette, tu hériteras de tel. Toi, Asiba, tu hériteras de tel. Il leur a dit clairement ce que chacun aurait. Donc il a d'abord présenté la liste de ses biens, puis il a clairement dit ce que chacun aurait après sa mort. Mais c'était déjà consigné chez le notaire. Je crois qu'on appelle ça une dévolution patrimoniale. Je pense, hein, je ne sais pas si je me trompe, s'il y a des juristes sur la chaîne. Merci de commenter, mais il me semble que c'est le terme. Globalement, il a suivi une procédure qui lui a permis de définir qui aurait droit à quoi, mais après sa mort. Comme ça, en fait, les enfants continuent à travailler, ils font ce qu'ils ont à faire. Bon, certains vont peut-être devenir un peu paresseux, mais lui, il a joué sa partition. Et il leur a dit, pour le compte bancaire, tout ce que j'ai en liquide, parce qu'il a même les actions, son portefeuille en bourse, il avait déjà décidé qui toucherait quoi. Et il dit ensuite, pour tout ce qui est liquidité, espèces, tout ça, compte en banque, je continue à en jouir tant que je suis en vie. Mais les instructions sont données également. Le jour où je passe de vie à trépas, ce sera partagé équitablement. Chacun touchera la même part. Est-ce qu'un être humain peut faire mieux que ça? Quelle mesure préventive peut être plus sécuritaire? Je ne sais pas s'il en existe. C'est un bel exemple que je vous invite à suivre. Un très bel exemple. Un très bel exemple. 10 ans plus tard, 10 ou 15 ans plus tard, il a rappelé ses enfants, il était toujours en vie. Il leur a dit, bon, tout ce qui concerne les terrains, par exemple, j'ai changé mon testament. Au lieu que vous n'en jouissiez qu'après ma mort, vous avez bien grandi maintenant, vous avez vos projets, vous avez vos familles, et bien, tout ce qui est des terrains vous appartient. Chacun touche dès aujourd'hui les terrains qui sont à lui dans le testament. Les documents sont prêts à aller chez le notaire. Cet homme est en paix. Il ne pense pas à son après. Il a des enfants de différents mariages. Il a déjà tout organisé. Donc les guerres de clans, les guerres fratricides et tout ça, il est en train de limiter les éventualités qu'elles surviennent. Et c'est à ça que je nous invite, au discernement, à l'anticipation et à la prévention. Voilà selon moi ce qu'il faut faire. Rédiger son testament, parler avec les ayants droit. C'est très important pour éviter les règlements de compte, les guerres de clans entre frères ou entre demi-frères ou entre oncles, cousins, neveux, bureau, troisième bureau, etc. Il vaut mieux faire ça. Les testaments qui sont contestés, ce n'est jamais quelque chose d'agréable pour aucune des parties. Parce que quelqu'un estime qu'il est lésé dans un testament ou par un testament, il le conteste et on peut rentrer dans une bataille judiciaire rude, longue, coûteuse et destructrice, surtout pour votre santé. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Partagez-la, c'est important que nous évoquions ce genre de sujet. J'aimerais d'ailleurs faire un live sur ces sujets-là. Tout ce qui est testament, la polygamie, etc. C'est des sujets de société, c'est important que nous en parlions pour avoir les avis des uns et des autres. Si ça vous intéresse qu'on fasse des lives dessus, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Mettez en commentaire aussi vos avis par rapport à ce sujet.
Comment est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que vous avez connu des cas où ça s'est mal passé ou bien passé? Quels sont les apports que vous avez? Parce que c'est une communauté où nous nous tirons les uns et les autres vers le haut. Donc, il faut qu'on partage. Vous avez certainement des choses à nous dire qui pourraient nous édifier. N'oubliez pas de vous abonner pour que la communauté des rocs grandisse. Plus on sera nombreux, plus notre impact sera fort sur le monde et sur l'Afrique. Mettez-nous un petit pouce, hein, ça nous encourage beaucoup parce que faire ces vidéos, les préparer, les enregistrer, les diffuser, c'est énormément de travail. Donc les likes, ça fait toujours plaisir, les commentaires, les partages aussi. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.